Alors, ôtez-moi d'un doute. Mais si les comics c'est tout le temps la même chose, alors pourquoi des personnages peuvent changer de statut ? Comment des personnages jusqu'ici plutôt délaissés peuvent se retrouver à occuper une place de choix dans un univers ? Bref, on verra qu'il faut que ce soit quelque chose de mouvant, et que non, l'univers du comics américain n'est pas si immobile que certains voudraient bien le faire croire. Les changements qui durent ont, pour la majorité d'entre eux, un point commun. Ils ont été réalisés sur la durée par une même équipe créative. Au-delà de 12 numéros, ce qui est la limite pour une maxi-série, c'est ce que l'on appelle un run. Et des personnages qui ont vu leur vie changer par des runs d'auteurs, ce n'est pas ça qui manque. Mais il se trouve que mon choix a été, pour cette fois, influencé par la sortie du futur d'un film. Car le run dont nous allons parler est celui qui a, sans aucun doute, inspiré le film Captain Marvel au cinéma, mêlé à d'autres éléments de sa backstory. Nous allons donc parler du run de Kelly Sue DeConnick sur le personnage. Et pour ceux qui critiqueraient ce choix, pour une fois je serais cru, je vous dis merde. Oui, je pense que le film récent prouvait bien plus de ce run que d'autres choses, bien que ce run ne revienne aucunement sur la période où les événements qui seront dans le film seront, qui renvoie plutôt aux origines du personnage, alors personnage secondaire dans la série du premier Captain Marvel de Marvel, le dénommé Mar-Vell. Ouais, ça va être compliqué, on va faire un petit topo sur l'utilisation du nom de Captain Marvel, comme ça ce sera fait. À la base, le personnage de Capitaine Marvel est un héros de l'éditeur Fawcett Comics, créé en 1939, un garçon orphelin du nom de Billy Batson, qui pouvait se transformer en super-héros par l'usage d'un mot magique. Shazam! En 1953, DC va finalement réussir à pousser Fawcett à la banqueroute via un long procès concernant les droits sur le personnage. À partir de là, le nom est libre, et de nombreuses copies vont apparaître ici et là, dont Miracle Man d'Alan Moore, et le Capitaine Marvel de MF Enterprise. Finalement, Marvel Comics, qui venait de changer de nom plutôt récemment, récupérera le nom qui traînait, avec un héros créé un peu à la va-vite pour récupérer ce nom. Un extraterrestre Kree nommé Mar-Vell. C'est à cette époque que Carol Danvers apparaît en personnage secondaire, une officière de l'Air Force qui va travailler à la NASA et tout. Elle va y rencontrer le héros Kree Capitaine Marvel, va travailler avec lui, et au bout d'un moment, dans un épisode, son ADN est modifié par la technologie Kree et elle y gagne des super pouvoirs. Cela la fera sortir de l'armée et devenir la super-héroïne nommée Miss Marvel. Et oui, je fais vite, mais je dois parler d'un run en détail par faire la backstory du perso. Donc je fais très vite. À partir de là, le personnage passera un peu de temps dans toutes les équipes, Avengers et X-Men notamment, et changera fréquemment de nom, comme Binary ou encore Warbird. Je reviendrai en détail sur d'autres éléments si le besoin s'en fera sentir au cours du run. Spoiler alerte, ce sera le cas. Et donc en 2012, elle acquiert enfin le nom de Captain Marvel, dans la série dont nous allons parler, et bordel, une page Word pour arriver au début de mon propos, on va encore me dire que je fais trop long. Mais c'est le prix à payer pour le détail, et je suis amplement prêt à le payer. D'ailleurs, premier détail important à noter, sa première apparition en tant que Captain Marvel avec ce costume et écrite par la scénariste Kelly Sue DeConnick n'est pas dans le numéro de sa série Captain Marvel, mais dans les numéros 9 et 10 de Avenging Spider-Man, une sorte de série qui poussait Spider-Man à faire équipe avec d'autres personnages de Marvel. Ce n'est pas extraordinaire et ça permet de faire de la promotion pour la série à venir. Surtout que le numéro 9 de Avenging Spider-Man sort une semaine avant le numéro 1 de la série Captain Marvel. Et même si le personnage dit ne pas encore trop savoir comment elle va s'appeler, c'est techniquement la première apparition de Carol en tant que Captain Marvel. Mais ce n'est absolument pas important à lire. Par contre, ça explique à mon avis le cutie caméo de Spidey dans le premier numéro du run dont on va parler en tant que partenaire d'entraînement. Car oui, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Le premier numéro nous sert d'introduction au titre, séparé narrativement en deux parties. Tout d'abord, un combat en équipe avec Captain America, Carol Danvers d'un côté, et l'homme absorbant de l'autre. Et oui, l'homme absorbant, c'est tout pourri comme nom, mais de 1, son pouvoir c'est d'absorber la force de ce qu'il touche, et de 2, la VF n'y est pour rien, son nom original c'est The Absorbing Man. Bien sûr, le vilain est un sale sexiste, prêt à rabaisser et Captain America parce qu'il accepte l'aide d'une femme, et Carol Danvers parce que c'est une femme. Et Carol Danvers de répondre à chaque petite pique en montant sa supériorité par rapport à l'homme absorbant. Alors oui, ce n'est pas une façon très subtile d'écrire et de mettre en avant que oui, on écrit une femme forte, mais vous savez quoi ?
Les comics ne sont pas forcément subtils, et annoncer ses intentions de façon ferme dès le premier numéro est plutôt une bonne façon de faire. De plus, les répliques de Carol ne sont finalement que celles d'une bonne partie de héros d'action classiques, à quoi le personnage se rattache de base, de par sa formation militaire et sa propension à l'action. Si personne ne le reproche à Hal Jordan, Green Lantern de chez DC, pourquoi viendrait-on le reprocher à Carol Danvers comme certains l'ont fait? Ah oui, parce que c'est une femme. Après le combat vient une discussion entre Captain America et Carol, le premier encourageant la seconde à enfin accepter l'héritage du premier Captain Marvel et d'endosser son nom, son héritage. Carol hésite toujours par respect pour son ancien ami, mais va finalement se décider à l'accepter. La deuxième partie narrative nous fait embrayer sur le côté entourage de Carol Danvers. Nous découvrons qu'elle s'occupe de Tracy Burke, son ancienne éditrice en chef de son époque de journaliste, désormais atteinte d'un cancer. On y découvre aussi Helen Cobb, un tout nouveau personnage qui est une ancienne pilote de l'Air Force et potentiellement modèle pour Carol. Seulement, Helen Cobb vient de mourir et Carol ira déposer ses cendres dans l'espace. Et c'est tout pour le premier numéro que j'ai excessivement détaillé. Mais comme souvent, le premier numéro nous présente les points sur lesquels l'artiste va se concentrer sur son run. Carol Danvers sera traitée comme une héroïne à part entière, et non plus comme un second couteau comme elle l'a été souvent à partir des années 80. Et suit en ça la trajectoire de mise en avant qu'a préparé Marianne Michael Bendis pour le personnage. Donc, pour le reste de la présentation du run, on va faire moins détaillé dans l'intrigue pour vous laisser le plaisir de lecture, tout en revenant sur les points importants du run. L'arc suivant, des numéros 2 à 6, veut nous faire revenir plus en détail sur le nouveau personnage, Helen Cobb, en envoyant Carol Danvers dans le passé, en pleine Seconde Guerre mondiale, sur les îles japonaises avec d'autres soldats, la Banshee Squad. Puis petit à petit de remonter le temps autour d'Helen Cobb, jusqu'à retourner à sa propre origin story, et qui sait les changements qui pourront y être faits ou pas, car après tout, a-t-on le droit d'intervenir dans sa propre ligne temporelle? La scénariste et artiste que l'on suit dans cette émission, Kelly Sue DeConnick, réussit deux choses intéressantes, malgré un arc principal un peu fouillis, peu aidé par le changement de dessinateur en cours d'arc narratif. Même si, à titre personnel, je préfère le trait d'Emarios à celui de Dexter Soy. Tout d'abord, la fin de l'arc permet non seulement de rappeler les origines de pouvoir de Carol sans être redondant, mais aussi de montrer qu'elle est bien digne de porter le nom de Captain Marvel, prenant les mêmes décisions que son modèle. Deuxième chose très intéressante, DeConnick montre qu'elle est excessivement à l'aise sur l'ambiance des baraquements de l'armée, et pour cause, c'est là qu'elle a passé une bonne partie de son enfance, avec son père qui faisait partie de l'aviation des États-Unis. Chose amusante, c'est là également qu'elle découvrit les comics avec sa mère, qui avait l'habitude de lui prendre des comics Wonder Woman en tant que récompense quand elle travaillait bien. Donc forcément, toute l'ambiance base américaine marche vraiment bien. L'arc d'après est plutôt court, 2 numéros seulement, et a pour objectif de réintroduire 2 personnages dans la vie de Carol. D'un côté, Monica Rambeau, qui a également porté le nom de Captain Marvel bien avant Danvers, et qui d'ailleurs aurait bien aimé être mise au courant avant que Carol ne se décide à reprendre le nom qui a traîné chez 7 personnes au total seulement dans l'univers principal de chez Marvel. De l'autre côté, un ancien love interest du personnage, le photographe Frank Gianelli, qui, s'il saura se rendre sympathique, ne servira pas à grand chose dans le cadre du run. Bref, vous l'aurez remarqué, jusqu'ici, Kelly Sue DeConnick joue énormément avec le passé du personnage. Et pour cause, c'est pour mieux le mettre en danger, mon enfant. À partir du numéro 9, un numéro one-shot fort réussi nous montrant une vie normale couplée à la vie de super-héros, l'on comprend que l'héroïne ne va pas fort. Et la fin du numéro, visite médicale, nous le confirme. Captain Marvel a une lésion du cerveau et ne peut plus voler sous peine de voir sa mémoire effacée purement et simplement. Ce sont là les bases de ce qui va se jouer jusqu'à la fin de la première série, du numéro 10 au numéro 17. L'entourage de Carol, allant de ses voisins comme la jeune Kit, super fan, à Tracy Burke et ses amis super-héros comme Captain America et Spider-Woman, vont tous tenter de l'aider, face à une menace qui semble elle aussi venir de son passé, avec des ennemis que l'on n'avait pas vus depuis bien longtemps et dont je garde l'identité secrète à dessein. Carol finira par perdre ses souvenirs dans une saga crossover avec un autre titre, scénarisé par DeConnick, Avengers Assemble, une saga intitulée The Enemy Within, ou L'ennemi intérieur pour les anglophobes. La saga est intéressante, peut-être un poil trop action et manquant un poil de substance, mais son plus gros défaut, c'est que le sujet de la perte de mémoire n'aura pas trop le temps d'être traité dans son propre titre, Captain Marvel, puisque les numéros suivants, 15 et 16, seront liés à un autre grand crossover qui secoue l'univers Marvel à ce moment-là, Infinity. Autant passer plutôt vite ces moments-là si vous n'avez pas lu l'Event, qui vous raconte un conflit dans l'espace dont vous n'avez pas les enjeux. Par contre, dans le cadre de l'Event, les événements racontés sont un joli plus, et heureusement, DeConnick saura utiliser ces événements dans la suite. Mais bon, c'est forcément pour plus tard.
Le dernier numéro de cette 6e série Captain Marvel, le numéro 17, nous présente enfin un personnage qui semble vraiment touché par cette perte de mémoire, difficile à mettre en place dans un event à multiples auteurs, et en joue un peu mais n'aura pas le temps d'en faire des choses vraiment mémorables. On est d'ailleurs plutôt dans une suite à The Enemy Within qu'à Infinity, puisque Carol Danvers est récompensée de son sacrifice par un nouvel appartement, carrément dans la fucking Statue de la Liberté. Oh yeah, ça c'est la classe. Son entourage l'aide à se reconstruire, et en prime une nouvelle ennemie un peu cliché mais qui fait bien le taf. Le tout dans un numéro avec un nombre de pages plus élevé que d'habitude. Felipe Andrade, qui décide depuis le numéro 9 la série, s'en sort vraiment bien, avec des expressions extrêmement marquées, mais qui font vraiment ressentir l'intensité de l'action, dans une intrigue qui fait le job de la conclusion. A noter aussi que Kamala Khan, alors future Miss Marvel, fait sa première apparition à la toute fin de ce numéro. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle de première série, et vous voyez bien, avec la barre en dessous, qu'il reste encore pas mal de temps de vidéo. Alors qu'est-ce que c'est que ce fuck ? Eh bien c'est tout simple, DeConnick revient quelques mois plus tard avec une deuxième série Captain Marvel. Pour être plus clair sur ce qui se passe durant ce laps de temps, DeConnick continue à écrire Avengers Assemble, laisse le temps à l'héroïne Miss Marvel alias Kamala Khan d'apparaître, avant de revenir avec une deuxième série Captain Marvel en mars 2014, alors que le deuxième numéro de Miss Marvel sort lui aussi. Et j'adore cette deuxième série de Captain Marvel par Kelly Sue DeConnick. Ayant repris pied dans sa vie et ayant réappris beaucoup d'éléments de sa mémoire grâce à son entourage, dont la jeune Kit, sa plus grande fan, Carol part dans l'espace pour une mission d'1 an, en tant qu'ambassadrice intergalactique pour le compte des Avengers. Ça tombe bien, vu qu'une capsule comportant une rescapée des conflits de la saga Infinity, crossover qui avait un peu plombé la série précédente, vient de tomber sur Terre. Carol va tenter de la ramener sur une planète qui voudra bien d'elle, et va commencer par se retrouver dans un conflit autour de rescapés dont la planète a été détruite et dont les autorités du coin voudraient virer, pour des raisons plus ou moins honorables. 6 numéros qui font intervenir les gardiens de la galaxie et qui s'en sortent vraiment bien, et me confirment que si on lui fout la paix avec les tie-in, DeConnick sait faire d'excellentes sagas. Et la suite reste dans ce cadre. Les numéros 7 et 8 sont très délirants, avec Rocket Raccoon qui prend le chat de Carol pour un alien, et bon bah c'est le cas. Le numéro 9 est un peu plus étrange, un numéro qui tente de faire rimer un peu ses personnages de façon très libre, avec la chanteuse Lila Cheney, avec Elvis Presley dans l'espace, bref, quelque chose encore une fois de délirant, un ton qui va continuer avec un retour sur Terre dans les numéros 10 et 11, d'abord par flashback, puis pour une histoire de Noël, avec l'annonce que Tracy Burke est vraiment très malade. Les derniers épisodes, malheureusement, auraient mérité plus de temps pour être plus marquants. La séparation d'avec la rescapée du début, Tic, aurait mérité plus de temps que 2 pauvres numéros, mais il fallait faire de la place pour le numéro 14 qui sert de tie-in à un autre crossover, Black Vortex, qui vraiment ne sert à rien en dehors de l'event, et ça fait mal. Surtout qu'il reste plus qu'un seul numéro avant la fin. Carol Danvers retourne sur Terre à la fin de sa mission annuelle, et apprend la mort de Tracy Burke, son éditrice de sa période journaliste, et que DeConnick avait ressorti de l'oubli, avec ce personnage qui n'avait pas été réutilisé depuis Kurt Busiek en 1999. Je lis souvent sur internet les gens qui se rappellent d'Helen Cobb, mais moi, ce que je me rappelle toujours sur ce run, c'est le personnage de Tracy Burke. Un personnage relativement oublié, mais là depuis très longtemps, et remis en avant par cette série. Quelque chose qui reprend beaucoup le statut même de Carol Danvers sur cette série. Carol Danvers, pendant les années 80-90, a vraiment perdu niveau statut, dont les gros points noirs étaient sa période alcoolique et Avengers 200. Et non, j'en parlerai pas plus sur cette vidéo. Depuis le début des années 2000, on voit un mouvement qui vise à remettre le personnage en forme, avec des hauts et des bas, dont cette série sera finalement l'aboutissement, avec plus de 30 ans après, finalement, Carol Danvers qui reprend le nom de Captain Marvel. Alors que, logiquement, ça aurait dû être le cas depuis le début, malgré tout l'amour que je porte à Monica Rambeau. Le run dont on parle ici est pour moi l'aboutissement de cette remise en avant du personnage, et donc ce qui fait que je dis que ce run est l'inspiration première du film à venir, malgré les thèmes différents utilisés dans le métrage. Mais j'en parle comme si c'était entièrement fini, et je dois encore garder ma conclusion pour la toute fin. Car ce qui arrête la série, c'est encore un autre event, Secret Wars, qui arrête toutes les séries Marvel et propose de faire une courte série libre pendant le temps de l'event. Voici donc, pour 4 numéros, Captain Marvel and the Carol Corps, dernière série de Kelly Sue DeConnick, non seulement sur Captain Marvel, mais également chez Marvel Comics. Coécrite avec Kelly Thompson,
On brasse un peu les thèmes de tout le run, avec le retour d'Ellen Cobb et de la Banshee Squad, avec la petite Kit qui devient enfin une super-héroïne. Le but de la série au sein de l'event est d'aller voir ce qu'il y a au-delà de l'espace, au-delà du ciel. Et ce qui sera encore la base de la suite de Captain Marvel, cette fois non écrite par Kelly Sue DeConnick. Une base spatiale, le nom de la base de cette mini-série est réutilisé, reprenant le symbole de l'étoile Dala, relativement oublié jusqu'alors. Bref, on est sur un run qui est encore super important aujourd'hui sur ce qui se fait sur le personnage. D'ailleurs, la co-autrice sur cette dernière mini-série, Kelly Thompson, est en train de prendre actuellement l'écriture du personnage. Vraiment actuellement. Autant vous dire que je vais suivre cela avec attention. Que dire pour conclure ? C'est compliqué de parler de ce run, que j'aime bien. Parce que certains passages sont un peu moyens, je pense. Au premier gros arc, qui est un peu brouillon, je pense que DeConnick cherchait sa voix sur le personnage. Et puis après, c'est vraiment tous les tie-ins à d'autres crossovers qui réduisent la place accordée à la série. Et vraiment, ça a un peu baissé la qualité de celle-ci. À côté de ça, tu sens vraiment des idées très bonnes, et un amour du personnage de Carol Danvers qu'elle a su remettre en valeur. De plus, les deux séries sont vraiment différentes. Pour moi, la première série est beaucoup plus centrée sur le passé du personnage, sur, quelque part, la réhabilitation de celui-ci, tandis que la deuxième est sur l'avenir du personnage, et depuis, cette recette a été réutilisée sur le perso. Beaucoup de sagas dans l'espace, avec des retours réguliers sur Terre, notamment pour des events ici et là. Avec ce run, qui fait le lien entre le passé du personnage et son futur depuis, futur qui semble entériné depuis par les multiples apparitions du personnage en dehors de nos cases adorées, que ce soit actuellement au cinéma ou en jeu vidéo ici et là, c'est sans doute le meilleur moyen actuellement de découvrir le personnage de façon globale. Et oui, c'est sans aucun doute un run qui mérite qu'on s'en souvienne. Sinon, d'un point de vue plus personnel, c'est seulement la deuxième émission de Serial Runner, et j'ai choisi 2 fois des séries très similaires. Des séries qui remettent en avant des personnages moins connus, qui sont séparés en 2 séries, fortement marquées par des tie-in et crossovers en leur sein. Promis, la prochaine fois, je vais essayer de trouver autre chose. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette émission, et je vous dis à la prochaine fois. Wait for the dust to settle. We came crashing down. So many stories buried underground, waiting to be found. We'll take to the sky, and I will find your memories somehow. Secrets that were lost when we forgot who we were before the world broke down. I will find these fragments of our